Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et profitez bien de l'histoire. Le penthouse de Manhattan qui couronnait la tour Larson se dressait à 68 étages au-dessus de la ville, mais son propriétaire ne s'était jamais senti aussi bas. Erik Larson gisait sur des draps de coton égyptien, sa silhouette autrefois puissante n'étant plus que l'ombre d'elle-même. La lumière du soleil tentait de pénétrer les rideaux partiellement tirés, créant des bandes dorées à travers la chambre qui ne parvenaient jamais tout à fait à l'atteindre. C'était ainsi depuis des mois maintenant, la lumière existait dans le même espace, mais sans jamais le toucher. « Monsieur Larson, vous devez manger quelque chose. » Madame Torres, sa gouvernante depuis 15 ans, posa un plateau à côté de son lit. L'inquiétude dans ses yeux s'était approfondie de jour en le voyant dépérir. Erik tourna son visage vers la fenêtre. À 36 ans, il avait bâti un empire s'étendant sur 3 continents, survécu à des krachs boursiers et à des OPA hostiles, mais il ne pouvait survivre à ce sentiment de vide qui le consumait depuis cet après-midi de février, 6 mois auparavant. L'image était gravée dans sa mémoire, entrer dans la maison de plage des Hamptons, entendre le rire de Sophia venant de l'étage, le suivre pour la trouver nue dans leur lit avec Lucas, son meilleur ami depuis l'université et le directeur financier de Larson Industries. « Je mangerai plus tard, murmura-t-il, la voix rauque à force de ne pas servir. C'est ce que vous avez dit hier, et le jour d'avant. Le ton habituellement déférent de Madame Torres avait cédé la place à une autorité maternelle. La nouvelle spécialiste sera bientôt là. Erik ferma les yeux. Annulé. Elles sont toutes pareilles. Des tests, des ordonnances, des recommandations. Rien ne fonctionne. Sa voix se brisa sur le dernier mot, trahissant le désespoir qu'il tentait de cacher. Celle-ci est différente, insista Madame Torres en ajustant ses oreillers malgré son soupir irrité. Elle a aidé mon neveu Carlos quand John Hopkins l'a renvoyé chez lui pour mourir, disant que son insuffisance cardiaque était trop avancée. 3 mois plus tard, elle l'a fait danser au mariage de sa sœur. Erik étudia le visage de Madame Torres. En 15 ans, elle ne lui avait jamais imposé ses opinions. Son insistance inhabituelle signalait quelque chose de plus qu'une simple inquiétude. Qu'est-ce qu'elle est? Une sorte de faiseuse de miracles? Son ton était sarcastique, mais l'épuisement en avait émoussé le tranchant. Elle se présente comme une infirmière spécialiste en soins intégratifs. Elle combine la médecine traditionnelle avec d'autres approches. Madame Torres se redressa. Je lui ai déjà fixé un rendez-vous. Elle sera là dans 1 heure. Avant qu'Erik ne puisse objecter davantage, son corps le trahit par une quinte de toux qui le laissa haletant. Les mystérieux symptômes avaient commencé par de la fatigue, puis avaient progressé vers une faiblesse musculaire, des fièvres intermittentes et des douleurs lancinantes dans la poitrine. Chaque test ne montrait rien de concluant. Son cœur était structurellement sain. Poumons, clairs. Analyse de sang, normale. Les meilleurs diagnosticiens du pays étaient perplexes. Certains suggéraient que ces symptômes étaient psychosomatiques, une réaction à un traumatisme émotionnel. Erik les avait immédiatement renvoyés. Lorsque l'ascenseur privé sonna 1 heure plus tard, Erik avait réussi à s'asseoir contre la tête de lit, un plaid en cachemire noir sur les jambes. Sa mâchoire, autrefois nette et impérieuse, était maintenant masquée par une barbe sombre. Il manquait d'énergie pour se raser. Ses origines norvégiennes lui donnaient des épaules naturellement larges et une grande taille, rendant sa fragilité actuelle d'autant plus frappante. Madame Torres entra la première. Monsieur Larson, voici Lena Marie. La femme qui la suivait n'était pas ce à quoi Erik s'attendait. N'ayant pas plus de 30 ans, Lena Marie se déplaçait avec une confiance tranquille qui commandait immédiatement l'attention. Elle portait un simple pantalon bleu marine et un chemisier blanc impeccable, ses cheveux naturels encadrant un visage aux pommettes hautes et des yeux qui semblaient tout évaluer. Elle portait une sacoche médicale en cuir qui semblait usée par l'usage plutôt que par le temps. « Vous pouvez nous laisser, Madame Torres. » Erik fixa son regard sur la nouvelle venue. Après que la porte se fut refermée, Lena s'approcha sans la révérence prudente que la plupart des gens montraient en sa présence. « Monsieur Larson, je suis Lena Marie. Avant de commencer, je dois vous dire que je ne suis pas une praticienne conventionnelle. » Sa voix portait des traces d'un accent de la Nouvelle-Orléans, adouci mais non effacé par l'éducation. Erik se surprit à écouter son rythme, malgré son scepticisme. « C'est ce qu'on m'a dit. Vous êtes la faiseuse de miracles de ma gouvernante. » Il fit un geste faible vers une chaise.
Finissons en. Lena posa sa sacoche mais ne s'assit pas. Je ne fais pas de miracle, monsieur Larson. Je reconnais simplement que la guérison ne suit pas toujours les chemins conventionnels. Elle se dirigea vers les fenêtres et ouvrit complètement les rideaux, inondant la pièce de la lumière de l'après-midi. Eric grimaça. Que faites-vous? Je crée un environnement propice à la guérison, répondit-elle, imperturbable face à son ton. Votre corps ne peut pas guérir dans l'obscurité. Pendant les 30 minutes qui suivirent, elle mena un examen différent de tout ce qu'Eric avait connu. Au-delà de la prise de ses constantes vitales, elle posa des questions qu'aucun autre médecin n'avait posées, sur ses rêves, ses relations avant Sofia, son enfance en Norvège avant que sa famille ne déménage en Amérique. Ses doigts pressaient des poings sur ses poignets et son cou avec une précision délibérée, son expression ne révélant rien. Eh bien, demanda finalement Eric, l'irritation masquant sa curiosité. Quelle maladie exotique avez-vous découverte que les spécialistes ont manqué? Lena rangea son stéthoscope avant de le regarder droit dans les yeux. Il n'y a rien de physiquement anormal avec vos organes ou vos systèmes, monsieur Larson. Votre corps manifeste ce que votre cœur et votre esprit ne peuvent pas traiter. Le rire d'Eric fut amer. Encore un diagnostic psychosomatique. J'ai renvoyé des médecins pour moins que ça. Ce n'est pas psychosomatique, c'est somato-émotionnel. Le calme de Lena resta inébranlable. La trahison que vous avez subie a activé une réponse traumatique qui perturbe les systèmes de guérison naturelle de votre corps. Les symptômes sont très réels, ils ne viennent simplement pas des causes que vous recherchez. La mâchoire d'Eric se crispa. Donc j'imagine ma propre mort parce que ma femme m'a trompé. Comme c'est pratique pour mon équipe de médecins incompétents. La trahison de votre femme n'a été que le déclencheur, pas la cause. La franchise de Lena était déstabilisante. La racine est plus profonde, plus ancienne. Votre corps envoie des messages que votre esprit conscient refuse d'entendre. Et quel serait ce message? La voix d'Eric était dangereusement calme. C'est ce que nous devrons découvrir ensemble. Elle commença à remballer sa sacoche. Mais je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. J'apprécie la confiance que Madame Torres a en moi, mais... Une soudaine vague de vertige interrompit le renvoi qu'Eric s'apprêtait à lui signifier. La pièce se mit à tourner violemment, sa vision se réduisant à des points lumineux. Il se sentit tomber sur le côté, son corps affaibli incapable de se redresser. Au lieu de heurter le bord de la table de nuit, il sentit des mains fermes le rattraper, le déposant délicatement contre les oreillers. « Respirez avec moi », ordonna la voix de Lena près de son oreille, sa main pressée contre sa poitrine, établissant un rythme. Inspirez par le nez, 4 temps. Retenez, 7 temps. Expirez par la bouche, 8 ans. Encore. Eric se surprit à suivre ses instructions, le tournoiement s'apaisant progressivement. Lorsque sa vision redevint nette, le visage de Lena était à quelques centimètres du sien, ses yeux révélant une inquiétude sans pitié, une distinction que peu de gens parvenaient à faire en sa présence. Ce n'était pas psychosomatique, murmura-t-il, la voix rauque. Non, acquiesça-t-elle doucement. C'était votre corps qui hurlait ce que votre esprit n'admettra pas. Pendant un instant, ils restèrent figés dans ce tableau, sa main sur sa poitrine, ses yeux dans les siens. Quelque chose d'électrique et d'inattendu passa entre eux, une connexion qui transcendait le rôle de patient et de guérisseuse. Je vais me raccompagner, dit finalement Lena, brisant le charme en se redressant. Je vous souhaite le meilleur, monsieur Larson. Attendez. Le mot s'échappa avant qu'Eric ne puisse reconsidérer. Combien de temps durerait votre traitement? Lena s'arrêta près de la porte. Cela dépend de vous. Mais je recommanderais une approche intensive, 2 semaines minimum. Et en quoi cela consisterait-il? Un engagement total dans le processus, pas de demi-mesure. Son regard était inébranlable. J'aurais besoin d'un accès illimité, jour et nuit. Votre état peut se dégrader rapidement, comme vous venez de le constater. Eric réfléchit à ces paroles. 6 mois de médecine conventionnelle l'avaient laissé dans un état pire qu'au début. Qu'avait-il à perdre? Mon équipe de sécurité est très stricte concernant les invités qui passent la nuit, dit-il, essayant de retrouver son ancien ton autoritaire malgré sa faiblesse. Alors il nous faudra une couverture. Le ton pratique de Lena démentait la suggestion peu conventionnelle. Quelque chose qui me donne un accès illimité sans soulever de questions. Qu'avez-vous en tête? Demanda Eric, intrigué malgré lui. L'explication la plus simple est généralement la meilleure.
présentez-moi comme votre femme. Eric la dévisagea, certain d'avoir mal entendu. Ma femme? C'est la couverture parfaite. Personne ne remet en question la présence constante d'une épouse ou ses conversations privées. Votre personnel s'attendra à ce que nous partagions nos appartements. Le détachement clinique de Lena rendait cette suggestion extravagante tout à fait raisonnable. C'est une fiction thérapeutique, rien de plus. Eric aurait dû la congédier immédiatement. Au lieu de cela, il se surprit à y réfléchir. Au-delà des aspects pratiques, quelque chose dans sa confiance tranquille lui donnait envie de faire confiance à son approche, aussi peu conventionnelle soit-elle. 2 semaines, dit-il finalement. Je vous donne 2 semaines pour prouver que vos méthodes fonctionnent. Un soupçon de sourire effleura les lèvres de Lena. Je dois vous avertir, monsieur Larson. Une fois que nous commençons, il n'y a pas de retour en arrière. La guérison n'est pas toujours confortable. Mourir non plus, répliqua-t-il, tendant la main pour sceller leur accord. Lorsque leurs doigts se rencontrèrent, Eric sentit un courant électrique remonter le long de son bras, la première véritable sensation à percer l'engourdissement des 6 derniers mois. La poignée de Lena était ferme, confiante, sa peau douce contre la sienne, ce contact ravivant quelque chose qu'il croyait éteint à jamais. Aucun d'eux n'aurait pu savoir à ce moment-là à quel point cet arrangement clinique les transformerait tous les deux, ni que leur mascarade thérapeutique éveillerait des sentiments plus réels et profonds que tout ce que l'un ou l'autre avait jamais connu. Note, the original text contain chapter 2. This has been corrected to chapter 2 and translated à chapitre 2. The translation continue up to the final line of the provided English text. Lina, curieuse de sa réponse, l'interrogea du regard. Eric y réfléchit en la faisant tournoyer dans un arc gracieux avant de la ramener contre lui. Quelqu'un de plus simple. Quelqu'un qui n'a jamais appris à valoriser la richesse plus que les liens humains. Ses yeux derrière le masque étaient d'une honnêteté surprenante. Quelqu'un digne d'une femme comme toi. La vulnérabilité dans sa voix prit Lina au dépourvu. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour moi, Eric. N'est-ce pas? Sa main se resserra légèrement à sa taille. L'homme que tu as rencontré à Manhattan était brisé d'une manière qui allait bien au-delà de ce que Sophia a fait. Toute ma vie était bâtie autour de l'acquisition, l'argent, le pouvoir, le prestige. Il a fallu que je perde tout ce qui comptait pour voir à quel point cela m'avait vidé. Lina leva la main pour toucher son visage, oubliant momentanément qu'ils étaient entourés d'autres danseurs. L'homme que je vois maintenant est en train de guérir, et pas seulement physiquement. Eric ouvrit la bouche pour répondre mais se figea soudainement, son corps se tendant contre le sien. Suivant son regard à travers la salle de bal, Lina aperçut un couple qui les observait depuis le pied d'une colonne de marbre. Une femme blonde et élancée dans une robe rouge et un homme aux cheveux sombres en costume gris. Même derrière leurs masques ornés, quelque chose dans leur posture suggérait qu'ils les avaient reconnus. Sophia, confirma Eric, la voix tendue. Et Lucas. La magie de la soirée se brisa en un instant. La main d'Eric trouva celle de Lina, la saisissant avec une urgence soudaine. On s'en va. Sans attendre sa réponse, il la guida à travers la foule vers une porte latérale, se déplaçant avec l'aisance de quelqu'un qui connaissait intimement l'agencement du palazzo. Ils traversèrent une série de couloirs et débouchèrent sur un petit balcon privé surplombant un canal étroit. Comment ont-ils le reconnu, demanda Lina, alors qu'Eric faisait signe avec urgence à un bateau-taxi qui passait. Peu importe. Son expression s'était durcie derrière le masque. Ce qui importe, c'est de t'éloigner d'eux. L'instinct protecteur dans sa voix la toucha, mais Lina reconnut aussi le mur qui se reconstruisait rapidement autour de lui, le mécanisme de défense qui avait failli détruire sa santé des mois plus tôt. Alors que le taxi accostait aux marches du balcon, Eric l'aida à monter à bord avant de la rejoindre. Ce n'est que lorsqu'ils s'éloignèrent rapidement du palazzo qu'il retira son masque, la mâchoire crispée par une émotion contenue. « Je suis désolé, dit-il finalement. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. » Lina retira son propre masque, étudiant son visage à la lumière intermittente des bâtiments qui défilaient. « Est-ce que ça va? » Non. Son honnêteté était surprenante. Les voir aurait dû me dévaster. C'est ce que je craignais depuis que j'ai quitté New York, que cette rencontre ne déclenche tout à nouveau. Il se tourna vers elle, son expression s'éclaircissant. Mais quand je les ai vus, tout ce que j'ai ressenti, c'était rien. Pas de douleur, pas de rage. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. La prise de conscience transforma ses traits,
la tension s'effaçant pour laisser place à l'émerveillement. Prenant le visage de Lina entre ses mains, il l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. « C'est toi qui as fait ça » murmura-t-il contre ses lèvres. « Tu as guéri plus que mon corps. » De retour au palazzo, leurs ébats prirent une nouvelle dimension. La passion d'Eric était alimentée par une libération émotionnelle plutôt que par la douleur. Il vénérait chaque centimètre de son corps avec une attention concentrée, suscitant chez Lina des réactions dont elle ne se savait pas capable. Alors que la lumière de l'aube filtrait à travers d'anciens vitraux vénitiens, projetant des motifs prismatiques sur les draps emmêlés, Lina regarda Eric dormir, son visage paisible, son corps fort contre le sien. En quelques semaines à peine, il s'était transformé de patient en amant, sa guérison plus complète qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Cette pensée lui apporta à la fois une satisfaction professionnelle et une peur personnelle. Si sa guérison était complète, à quoi servait-elle dans sa vie? Ses sentiments survivraient-ils à leur retour à la réalité, aux vastes différences entre leur monde et leurs origines? Eric s'agita, ses yeux s'ouvrant pour la surprendre en train de le regarder. Sans un mot, il la rapprocha, ses lèvres trouvant les siennes dans un baiser qui promettait plutôt qu'il n'exigeait. Quand ils se séparèrent enfin, son expression était sérieuse malgré leur position intime. « Viens avec moi en Suisse, dit-il, ses doigts traçant la courbe de son épaule. Il y a un endroit dans les Alpes où nous pourrons être complètement seuls. Pas de fantômes, pas de passé. Juste nous. » Lina savait qu'elle devrait suggérer de retourner à New York, de tester si leur lien pouvait survivre dans le monde réel. L'éthique professionnelle, abandonnée depuis longtemps, lui murmurait qu'elle avait besoin de distance pour évaluer si ses sentiments étaient authentiques ou simplement de la gratitude exaltée par la passion. Au lieu de cela, elle se retrouva à hocher la tête, s'abandonnant une fois de plus au courant qui passait entre eux. La Suisse, accepta-t-elle, scellant la décision d'un baiser qui s'approfondit rapidement en quelque chose de plus. La réalité finirait par les rattraper, mais pas aujourd'hui. Chapitre 5, Confession alpine. L'hélicoptère d'Eric franchit la dernière crête montagneuse, révélant une structure moderniste de verre et de bois qui semblait pousser organiquement depuis le paysage alpin. Niché au milieu de pins imposants avec des vues sur les sommets enneigés dans toutes les directions, le chalet paraissait à la fois imposant et parfaitement intégré à son environnement. « C'est à couper le souffle », dit Lina, sa voix à peine audible par-dessus les rotors de l'hélicoptère alors qu'ils commençaient leur descente. Eric lui serra la main, savourant son émerveillement. La propriété suisse était peut-être sa plus personnelle, non pas une acquisition commerciale ou un symbole de statut, mais une retraite qu'il avait conçue lui-même après avoir découvert cette vallée reculée des années auparavant. Le fait qu'il veuille la partager avec elle en disait plus sur ses sentiments que n'importe quel mot. Alors que l'hélicoptère se posait sur une plateforme d'atterrissage adjacente au chalet, Lina remarqua des détails invisibles depuis les airs, le toit végétalisé planté de végétation alpine indigène, les murs de verre qui reflétaient les montagnes tout en permettant des vues ininterrompues de l'intérieur, un ruisseau naturel détourné pour couler le long de la structure avant de tomber en cascade dans la vallée en contrebas. « Pas de personnel ici », expliqua Eric en l'aidant à descendre de l'hélicoptère. « Juste nous. J'ai pensé que tu apprécierais l'intimité. » La suggestion flottait entre eux. Pas de faux-semblants nécessaires ici, pas de rôle à jouer pour les autres. Dans ce paradis isolé, ils pouvaient simplement être Eric et Lina, libérés des complications de leur monde disparate. À l'intérieur, le chalet se révéla être un chef-d'œuvre de luxe discret. Des plafonds vertigineux soutenus par d'énormes poutres en bois créaient un espace central aéré, ancré par une cheminée en pierre assez grande pour y tenir debout. Des baies vitrées du sol au plafond encadraient le panorama alpin comme des installations d'art vivant, tandis que des meubles moelleux au ton neutre invitaient à la détente. La cuisine est approvisionnée, dit Eric en la guidant à travers l'espace principal, et il y a une piscine alimentée par une source chaude sur la terrasse inférieure. Tu as pensé à tout, observa Lina, faisant glisser ses doigts le long d'une rampe en bois lisse alors qu'il montait au deuxième niveau. La suite principale occupait tout l'étage supérieur, un espace à air ouvert où le lit faisait face à des fenêtres donnant sur la vallée. Une baignoire sur pied, placée devant un autre mur de verre, offrait aux baigneurs une vue imprenable sur les sommets enneigés. « Cet endroit te ressemble ?» dit Lina, étudiant Eric sur fond de montagne. « Plus que ton Pentouse à Manhattan. » Il se plaça derrière elle, ses bras encerclant sa taille alors qu'il contemplait le panorama. « C'est authentique. Pas conçu pour impressionner les autres, mais pour satisfaire quelque chose en moi. » Elle se pencha en arrière contre sa poitrine. « Tes autres maisons semblent organisées par un conservateur. Celle-ci semble habitée.
sa perspicacité le surprit. Peu de gens prenaient la peine de regarder au-delà de sa richesse pour voir l'homme en dessous. Pourtant, Lina parvenait constamment à percer ses couches avec une précision déconcertante. Ce soir-là, ils préparèrent le dîner ensemble, un repas simple de fromage alpin, de pain croustillant et de charcuterie locale, accompagné de vin d'un vignoble voisin. Alors que l'obscurité tombait dehors, Eric alluma l'immense cheminée, transformant l'espace avec des jeux de lumière et d'ombre. Ils s'assirent sur un tapis de fourrure devant le feu, des verres de vin à la main. Le caractère domestique de la scène les frappa tous les deux. Ce n'était pas la passion fiévreuse de Venise ou le désir ensoleillé de Santorin, mais quelque chose de tout aussi puissant, une intimité qui transcendait le physique. « Raconte-moi quelque chose que tu n'as jamais dit à personne, » dit Lina, son profil doré par la lumière du feu. Eric y réfléchit, faisant tourner le vin dans son verre. « Mon père ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, » répondit-il finalement, la confession sortant plus facilement qu'il ne s'y attendait. Pas une seule fois en 36 ans. L'expression de Lina resta ouverte, encourageante sans pitié. « Parle-moi de lui. » Henrik Larsen était un immigrant d'Oslo qui a bâti une compagnie maritime à partir de rien. La voix d'Eric prit une tonalité distante. Tout était mesuré en termes de réussite, les notes, le sport, le succès en affaires. Rien n'était jamais assez. Il était autant en compétition avec moi qu'il ne m'élevait. Et ta mère? Belle, cultivée et complètement intimidée par lui. Eric changea de position, les souvenirs étant clairement inconfortables. Elle a essayé de me protéger de ses critiques quand j'étais jeune, mais a fini par se rendre à sa vision de la bonne éducation. Qui était? Montrer de l'affection créait de la faiblesse. Son rire n'avait rien d'amusé. Ironique que j'ai fini par lui donner raison, en choisissant une femme qui me voyait comme une ressource plutôt que comme une personne. Lina posa son verre de vin et se rapprocha pour lui prendre la main. Tu n'as rien prouvé du tout. Chercher des liens n'est pas une faiblesse, Eric. C'est le besoin humain le plus fondamental. La lumière du feu jouait sur ses traits, soulignant la compassion dans ses yeux. Eric tendit la main pour tracer la courbe de sa joue, s'émerveillant de la façon dont cette femme, initialement engagée pour ses capacités de guérison, était devenue essentielle pour lui d'une manière qui transcendait le physique. « À ton tour, dit-il doucement. Quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. » Le regard de Lina tomba sur leurs doigts entrelacés. « J'ai toujours eu peur que guérir les autres soit la seule valeur que j'apporte aux relations. » Sa voix se fit plus basse. « Que lorsque les gens sont guéris, il n'est plus besoin de moi. » La vulnérabilité de son aveu frappa profondément Eric. Voici le cœur de son hésitation avec lui, la peur que ses sentiments découlent de la gratitude plutôt que d'un lien authentique. « Lina, » dit-il en lui relevant le menton jusqu'à ce que leurs yeux se rencontrent. « Ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec ce que tu as fait pour moi, mais tout à voir avec qui tu es. » Son expression resta incertaine. « Comment peux-tu en être sûr? Nous nous sommes rencontrés dans des circonstances extraordinaires. Dans le monde réel. » Ceci est réel, l'interrompit Eric, désignant l'espace entre eux. Plus réel que tout ce que j'ai connu dans ma vie avant toi. Avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa, non pas avec la fin désespérée de leur rencontre précédente, mais avec une tendresse délibérée. Ses mains encadraient son visage comme s'il tenait quelque chose d'infiniment précieux, ses lèvres se mouvant contre les siennes dans une promesse au-delà des mots. Quand ils se séparèrent enfin, les yeux de Lina restèrent fermés un battement de cœur, comme pour savourer la sensation. Quand ils s'ouvrirent, Eric vit que quelque chose avait changé dans leur profondeur, un abandon à la possibilité. Le feu crépita et lança des étincelles alors que les vêtements étaient jetés. Leurs corps se rejoignirent sur le tapis de fourrure dans sa lueur chaude. Contrairement à leur rencontre passionnée à Venise, cette union avait une qualité différente, une révérence qui reconnaissait les émotions plus profondes qui coulaient maintenant entre eux. Plus tard, enveloppée dans un plaid en cachemire devant les braises mourantes, Lina posa sa tête sur la poitrine d'Eric, écoutant le rythme régulier de son cœur. Ses doigts traçaient des motifs paresseux le long de sa colonne vertébrale, aucun des deux ne ressentant le besoin de rompre le silence paisible. Les jours suivants se déroulèrent à un rythme qui leur était propre, les matinées passées à randonner dans la neige immaculée, les après-midi à explorer leur corps avec une familiarité croissante, les soirées à partager des histoires devant le feu. Dans cet air raréfié de la montagne, loin des complications de leur vie habituelle, ils créèrent un monde privé où seul eux existaient. Le 4e jour, Eric suggéra une expédition en raquette vers un belvédère isolé,
accessible uniquement en hiver lorsque le lac gelé en contrebas pouvait être traversé en toute sécurité. Ils partirent après le petit déjeuner, Eric portant un petit sac à dos avec des provisions. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les pins chargés de neige, le défi physique confirma la guérison complète d'Eric. Ses foulées puissantes ouvraient la voie dans la poudreuse fraîche, aucune trace ne subsistant de la faiblesse qu'il avait définie lorsque Lina était entrée pour la première fois dans sa vie. Elle suivait ses traces, admirant la force fluide de ses mouvements, l'homme devant elle totalement transformé par rapport au patient aux yeux creux de Manhattan. Après une heure de marche, ils débouchèrent sur un affleurement rocheux qui offrait un panorama à couper le souffle sur la vallée en contrebas. Des pics déchiquetés s'étendaient jusqu'à l'horizon, le soleil d'hiver créant un éclat de diamant sur la neige vierge. « J'ai trouvé cet endroit par accident », dit Eric, sortant de son sac à dos un thermos de chocolat chaud. « Je me suis perdu en randonnée un été et je suis tombé sur cette vue. J'ai dû construire le chalet après ça. » Lina accepta la tasse fumante qu'il lui offrait, les joues rougies par l'effort et le froid. « C'est comme être au sommet du monde. »« C'est exactement ce que je ressens en ce moment, » dit Eric, ses yeux posés sur elle plutôt que sur la vue. Comme si rien ne pouvait nous atteindre ici. La simple déclaration flotta dans l'air cristallin entre eux. Lina ne l'avait jamais vu aussi en paix. L'homme d'affaires motivé et le patient brisé avaient tous deux été remplacés par un homme pleinement présent dans l'instant, bien dans sa peau. Comme s'il lisait dans ses pensées, Eric reprit la parole. « Je ne veux pas repartir, dit-il, les surprenant tous les deux par son honnêteté. On pourrait rester ici. Ou voyager. Voir où cela nous mène, sans les complications qui nous attendent à New York. » La tentation d'accepter était puissante. Ces semaines avec Eric avaient réveillé en Lina quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, une connexion qui satisfaisait à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Pourtant, elle ne pouvait faire taire la voix pragmatique qui lui rappelait que leur bulle finirait par éclater contre la réalité. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bip mécanique interrompit le silence immaculé. Eric fronça les sourcils, sortant un téléphone satellite de son sac à dos. « Je n'ai donné ce numéro qu'à Michael pour les urgences absolues, » expliqua-t-il en s'éloignant pour répondre. Lina observa son expression changer tandis qu'il écoutait, l'amant insouciant remplacé par l'homme d'affaires concentré en l'espace de quelques secondes. Ses réponses étaient brèves, la tension évidente dans la posture de ses épaules. Quand il termina l'appel, son visage s'était durci d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis leur premier jour à Manhattan. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle. « Sophia. » Le nom tomba comme un glaçon entre eux. Elle a donné des interviews, affirmant que ma maladie était une invention pour susciter la sympathie pendant notre procédure de divorce. Sa mâchoire se crispa. Et apparemment, il spécule sur l'identité de ma mystérieuse nouvelle épouse. La réalité venait de les rattraper, s'écrasant sur leur paradis alpin avec la force d'une avalanche. Chapitre 6, la trahison de Monaco. L'hélicoptère fendait l'air pur de la montagne, leur voyage de retour à la civilisation étant nettement différent de l'arrivée pleine d'espoir quelques jours plus tôt. Eric parlait rapidement dans son téléphone, orchestrant la gestion de crise avec une précision chirurgicale, tandis que Lina regardait en silence les magnifiques Alpes défiler en contrebas. Leur sanctuaire intime était maintenant violé par la dure intrusion du monde. « Nous n'allons pas fuir », annonça Eric après avoir terminé son appel, sa voix résonnant dans leur casque avec une détermination d'acier. « J'en ai fini de me cacher. Fini de laisser les autres contrôler le récit de ma vie. » Lina étudia son expression déterminée. « Que suggères-tu ? Le Grand Prix de Monaco a lieu ce week-end. Sophia et Lucas y seront certainement. Sa famille ne le manque jamais. » Ses yeux rencontrèrent les siens, une intensité brûlante dans leur profondeur. « Confrontons cela de front. Montrons-leur, montrons à tout le monde que je suis complètement rétabli et que je vais de l'avant. » La perspective d'entrer délibérément dans le cercle social de Sophia fit monter l'anxiété en Lina. Leur relation s'était épanouie en privé, à l'abri des regards et des comparaisons. Maintenant, Eric voulait les projeter sous les feux de la rampe lors de l'un des événements les plus en vue d'Europe. « Est-ce bien sage ?» demanda-t-elle prudemment. La main d'Eric recouvrit la sienne. « J'ai besoin de les affronter, Lina. Pour me prouver que cette rencontre à Venise n'était pas un hasard, qu'ils n'ont vraiment plus aucun pouvoir sur moi. » Ses doigts se resserrèrent. « Mais je ne veux pas le faire seul. » La vulnérabilité sous sa détermination la décida. « Alors nous le ferons ensemble. » 2 jours plus tard, Lina se tenait devant un miroir dans leur suite de l'hôtel de Paris à Monaco, reconnaissant à peine la femme qui s'y reflétait.
La robe qu'Eric avait fait livrer, une création fourreau en cuivre profond qui complimentait parfaitement son teint, la transformait en quelqu'un qui semblait appartenir à son monde de richesse et de privilèges. Eric apparut derrière elle, resplendissant dans un smoking qui soulignait son physique retrouvé. Ses bras encerclèrent sa taille alors qu'il déposait un baiser sur son épaule nue. Nerveuse, demanda-t-il, rencontrant ses yeux dans le miroir. Terrifiée, admit-elle. Je n'ai jamais assisté à quelque chose comme ça. Et si je te mettais dans l'embarras? Eric la fit se tourner pour lui faire face. Impossible. Sois simplement toi-même. La femme qui m'a ramené à la vie. Son pouce traça sa lèvre inférieure. La femme dont je suis en train de tomber amoureux. Voilà, encore cette déclaration qui la ravissait et l'effrayait à la fois. Cette fois, Lina ne pouvait pas prétendre qu'elle ne l'avait pas entendu. Eric, tu n'es pas obligé de le dire en retour, l'interrompit-il doucement. J'ai juste besoin que tu saches où j'en suis. Ce qu'il y a entre nous n'est pas occasionnel pour moi, Lina. Ça ne l'a jamais été. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte pour annoncer que leur voiture était arrivée. Le moment pour une conversation plus approfondie était passé, alors qu'ils étaient emportés dans le monde scintillant de l'élite monégasque pendant son week-end le plus prestigieux. Le casino de Monte-Carlo resplendissait de lumière, sa façade belle époque servant de toile de fond à un gala exclusif d'avant-course. Célébrités, membres de la royauté et ultra-riches se mêlaient sous des lustres en cristal, l'air parfumé de fragrances coûteuses et d'ambition. Les têtes se tournèrent à l'entrée d'Eric et Lina, des regards curieux les évaluant, lui, le milliardaire notoire que la rumeur disait avoir fait une dépression après la trahison de sa femme, elle, la beauté inconnue à son bras, sujet de spéculation croissante dans les tabloïds. Eric Larson. Un homme aux cheveux argentés s'approcha, une flûte de champagne à la main. Le fils prodigue revient dans la société. Tu nous as manqué lors des négociations de fusion Asie-Pacifique. Tandis qu'Eric faisait les présentations, Lina observa le changement subtil dans son attitude. L'homme privé qu'il avait tenu dans ses bras pendant les nuits alpines portait maintenant son personnage public comme une armure. Elle le reconnut comme une protection plutôt qu'une prétention, mais le contraste était saisissant. Tout au long de la soirée, Eric la garda près de lui, sa main une présence constante au creux de son dos alors qu'il naviguait dans la foule étincelante. Il la présentait simplement comme Lina Marie, la femme qui m'a sauvé la vie, laissant les autres tirer leurs propres conclusions. La stratégie fonctionna brillamment. Plutôt que de paraître scandalisé par leur relation indéfinie, le gratin était captivé par le récit romantique, la guérisseuse mystérieuse qui avait restauré le titan déchu. Il nous regarde, murmura Eric alors qu'ils dansaient, leur corps se mouvant dans une synchronisation parfaite développée au fil des semaines d'intimité. Troisième colonne en partant de la gauche. Lina n'eut pas besoin de regarder. Elle sentait le regard hostile lui brûler le dos depuis une demi-heure. Sophia et Lucas, je présume. La main d'Eric se resserra légèrement à sa taille. On va leur dire bonjour? Son cœur s'accéléra, mais Lina maintint son calme. C'est toi qui décides. Avec une nonchalance délibérée, Eric guida leur danse vers la colonne où une femme blonde et élancée dans une robe cramoisie se tenait à côté d'un homme aux cheveux sombres. Même de loin, la beauté de Sophia était évidente, froide et parfaite comme un diamant. Sophia. Eric salua son ex-femme avec un calme remarquable alors que la musique se terminait. Tu as l'air en pleine forme. Les sourcils parfaitement arqués de la blonde se haussèrent légèrement. Eric. Quelle récupération tu as faite? Son regard se déplaça vers Lina, l'évaluation se transformant en mépris en l'espace d'un battement de cœur. Lucas resta silencieux à côté d'elle, son malaise évident dans sa posture rigide. J'ai eu d'excellents soins, répondit Eric, son bras glissant de manière protectrice autour de la taille de Lina. Lina, voici Sophia. Et bien sûr, tu te souviens de Lucas. Votre infirmière, je suppose? Le sourire de Sophia était glacial, ses traits parfaits arrangés dans un dédain étudié. Comme c'est pratique que votre relation professionnelle ait évolué si rapidement. On pourrait presque suspecter que c'était planifié. Dites-moi, facture-t-elle à l'heure ou aux symptômes? L'insinuation venimeuse flotta dans l'air comme un poison. La mâchoire d'Eric se crispa, la rage brillant dans ses yeux, mais avant qu'il ne puisse lancer une réplique qui créerait exactement la scène que Sophia désirait, une voix cultivée à l'accent français intervint en douceur. Lina Marie. Ce n'est pas possible. Un homme âgé et élégant dans un smoking impeccablement taillé s'approcha,
des cheveux argentés encadrant un visage ridé d'intelligence et d'humour. Lina le reconnut immédiatement, une surprise sincère remplaçant sa tension. « Docteur Fournier. »« Le même, dit-il en lui prenant chaleureusement les mains. Quand j'ai entendu des rumeurs sur une infirmière américaine faisant des miracles en Europe, je me suis demandé si ce ne serait pas mon étudiante la plus brillante. » Le calme parfait de Sophia vacilla légèrement en observant le respect évident dans la manière du docteur Fournier envers Lina. « Vous vous connaissez ?» demanda Eric, incapable de cacher sa curiosité. « Le docteur Fournier était mon mentor pendant mon stage clinique à Johns Hopkins, » expliqua Lina. « Ses recherches sur les techniques de guérison corps-esprit ont constitué le fondement de mon approche. » « Que vous avez clairement perfectionné, » dit le docteur Fournier avec une fierté indubitable. « Vos résultats avec Monsieur Larson sont tout simplement remarquables, d'après ce que j'ai lu. » La tentative d'humiliation de Sophia s'était retournée contre elle de façon spectaculaire. Plutôt que d'apparaître comme une croqueuse de diamants ou une opportuniste, Lina était maintenant validée par l'un des innovateurs médicaux les plus respectés d'Europe. « Peut-être vous joindrez-vous à moi pour déjeuner demain chez moi, » continua le docteur Fournier. « J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser professionnellement. » Avant que Lina ne puisse répondre, Sophia intervint avec une gaieté forcée. « Comme c'est fascinant. Mais Eric veut sûrement garder sa miraculée près de lui. Après tout, qui sait quand il pourrait avoir à nouveau besoin d'un traitement. » L'implication grossière provoqua un éclair de colère sur les traits d'Eric, mais le docteur Fournier répondit le premier. « Ma chère, dit-il à Sophia, son ton agréable mais ses yeux froids, la guérison est un don que peu possède authentiquement. Les talents de Lina Marie seraient reconnus dans n'importe quel cercle où l'intelligence est plus valorisée que d'autres attributs. » Le teint parfait de Sophia rougit face à la douce réprimande. Sans un mot de plus, elle prit le bras de Lucas et l'entraîna, la défaite évidente dans la raideur de son départ. « Femme redoutable, » observa le docteur Fournier en regardant Sophia s'éloigner. « Mais pas de la manière qui compte vraiment. » Il se tourna de nouveau vers Lina avec une chaleur sincère. « Mon invitation tient toujours. Déjeuner demain. Ma villa surplombe le circuit de course, une vue parfaite pour l'événement de dimanche. » Lina jeta un coup d'œil à Eric, qui hocha la tête de manière encourageante. « Nous serions ravis, » répondit-elle. La villa du docteur Fournier, à flanc de falaise, s'avéra encore plus spectaculaire que promis, ses jardins en terrasse descendant vers la Méditerranée tout en offrant une vue imprenable sur le célèbre circuit urbain de Monaco. Autour d'un déjeuner exquis servi sur une terrasse ensoleillée, le docteur Fournier expliqua le but de son invitation, une offre qui aurait semblé miraculeuse quelques mois auparavant. « Je suis en train de créer un centre de guérison intégrative à Monte-Carlo, » expliqua-t-il en servant à Lina un verre de rosé local. « Il combinera la médecine conventionnelle avec des pratiques de guérison traditionnelles du monde entier. » Exactement ce que Lina a toujours imaginé, commenta Eric, observant son visage s'illuminer d'intérêt. « C'est précisément pourquoi je veux qu'elle dirige notre division de guérison corps-esprit, » continua le docteur Fournier. « Les techniques de votre grand-mère, combinées à vos qualifications d'infirmière et à votre don évident. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Lina posa son verre, stupéfaite par l'ampleur de l'opportunité. « Vous voulez que je déménage à Monaco ? » Avec un budget de recherche et un personnel approprié, confirma le docteur Fournier. « Liberté totale pour développer vos méthodologies. Nous commençons la construction le mois prochain, avec une ouverture d'ici la fin de l'année. » C'était tout ce dont elle avait toujours rêvé professionnellement, la validation de son approche non conventionnelle, une plateforme pour aider d'innombrables patients, des ressources bien au-delà de tout ce qu'elle pouvait obtenir dans sa clinique communautaire. « C'est une opportunité incroyable, » dit-elle prudemment, très consciente de la présence d'Eric à ses côtés. « Puis-je avoir un peu de temps pour y réfléchir ? » Bien sûr, sourit le docteur Fournier. Prenez le week-end. Nous pourrons discuter des détails après que vous ayez eu le temps de penser. Alors que leur voiture redescendait la route côtière vers Monte-Carlo, Eric resta inhabituellement silencieux. La Méditerranée scintillait en contrebas, le paysage était à couper le souffle, mais une tension s'était installée entre eux. « Tu devrais accepter, » dit finalement Eric, rompant le silence. « C'est parfait pour toi. » Lina étudia son profil, notant le contrôle attentif de son expression. « Cela signifierait déménager à Monaco. »« J'ai une propriété ici, » répondit-il avec une légèreté forcée. « Je pourrais facilement établir une base européenne. » La solution pratique ne pouvait pas répondre à la question plus profonde qui flottait entre eux. Que étaient-ils exactement l'un pour l'autre? Amants, certainement.
Amis, oui. Mais au-delà de ça, aucun n'avait défini l'avenir qu'ils envisageaient ensemble. Est-ce ce que tu veux? Demanda Lina doucement. Que nous continuions ce. Quoi que ce soit. À Monaco? Les mains d'Éric se crispèrent sur le volant. Ce que je veux, c'est que tu poursuives tes rêves. Sans compromis pour personne, y compris moi. Sa voix s'adoucit. J'ai vu ce qui se passe quand quelqu'un abandonne son but pour une relation, Lina. Cela engendre du ressentiment, à la longue. Sa générosité ne faisait que compliquer davantage ses sentiments. Avant d'arriver à Monaco, elle avait commencé à imaginer un avenir avec Éric, malgré leurs différences. Maintenant, l'opportunité professionnelle d'une vie s'était matérialisée, mais l'accepter changerait fondamentalement ce qui grandissait entre eux. Cette nuit-là, leurs ébats avaient un côté désespéré, comme s'ils sentaient tous deux un précipice approcher mais ne trouvaient pas les mots pour le naviguer. Le toucher d'Éric était possessif mais respectueux, mémorisant son corps comme si c'était peut-être la dernière fois. Lina répondit à son intensité, les poussant tous les deux vers un abandon qui les laissa tremblants et essoufflés dans l'obscurité. Plus tard, alors qu'Éric dormait à côté d'elle, Lina se glissa hors du lit et se dirigea vers le balcon de la suite. Monaco scintillait en contrebas, magnifique et étranger. Pourrait-elle construire une vie ici? Éric déménagerait-il vraiment pour elle, ou était-ce simplement ce qu'il pensait qu'elle voulait entendre? Son téléphone bipa doucement, signalant un email entrant. En l'ouvrant, elle découvrit un lien vers un tabloïd en ligne avec pour objet « Tu devrais voir ça ». L'article qui se chargea lui glaça le sang. Sous le titre « L'infirmière de Larson démasquée », il détaillait de prétendues preuves de l'historique de Lina Marie ciblant des patients fortunés, avec un schéma avéré de séduction à des fins financières. Les preuves étaient entièrement fabriquées, mentionnant des patients qu'elle n'avait jamais traités, des incidents qui ne s'étaient jamais produits, mais présentés avec suffisamment de détails spécifiques pour paraître crédibles. Pire encore, il révélait que leur mariage était un simulacre, menaçant la réputation commerciale d'Éric comme dommage collatéral dans cette campagne de diffamation. La source restait anonyme, mais le timing était trop parfait pour être une coïncidence, survenant immédiatement après l'offre du docteur Fournier. Lina s'appuya contre la balustrade du balcon, l'esprit en ébullition. Si elle restait avec Éric, ses attaques continueraient, nuisant à sa réputation en même temps qu'à la sienne. Si elle acceptait l'offre du docteur Fournier, sa crédibilité professionnelle serait minée avant même qu'elle ne commence. Le choix se cristallisa avec une clarté dévastatrice. Il n'y avait qu'une seule façon de protéger à la fois Éric et son avenir professionnel. À l'aube, elle avait fait sa petite valise et écrit une note expliquant sa décision de retourner seule à New York. Les ragots finiraient par s'estomper si elle se retirait de la vie d'Éric. L'offre du docteur Fournier pourrait être reconsidérée une fois le scandale apaisé. Alors qu'elle posait la note sur son oreiller, à côté de la forme endormie d'Éric, les larmes brouillèrent sa vision. Le temps passé ensemble les avait transformés tous les deux. Son corps guéri, son cœur éveillé. Mais peut-être que c'était là leur but dans la vie de l'autre, depuis le début, une guérison temporaire que ni l'un ni l'autre n'avait attendue mais dont tous deux avaient eu besoin. Avec un dernier regard sur l'homme qui était devenu si inopinément essentiel pour elle, Lina ferma doucement la porte de la chambre d'hôtel derrière elle. Chapitre 7, refuge à la Nouvelle-Orléans. Éric se réveilla en cherchant la chaleur de Lina, ses mains ne trouvant que des draps froids et une note pliée sur son oreiller. Au moment où il lut son écriture soignée expliquant son départ, quelque chose se brisa en lui. Une douleur différente de la trahison de Sophia, mais tout aussi dévastatrice. Ce n'était pas une trahison, mais un sacrifice. Lina était partie non pour le blesser, mais pour le protéger du scandale. Cette connaissance ne rendait pas son absence moins douloureuse, mais plus insupportable. Comment pouvait-il lutter contre son abnégation, sa protection mal avisée qui le coupait plus profondément que n'importe quelle trahison? En moins d'une heure, Éric avait mis son équipe de sécurité à la recherche de Lina à Monaco, mais elle avait complètement disparu. Elle avait quitté l'hôtel avant l'aube, pris un taxi pour Nice, et de là, sa piste s'était perdue. Ses appels allaient directement sur la messagerie vocale, ses emails restaient sans réponse. Une semaine plus tard, de retour à New York, Éric regardait la silhouette de Manhattan depuis son bureau penthouse. Physiquement, il restait en bonne santé, la guérison de Lina avait complètement pris racine. Émotionnellement, il se sentait vidé, pris dans un entre-deux entre l'homme brisé qu'il était avant et l'homme qu'il avait entrevu devenir avec elle. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça Michael en entrant avec une tablette.
Le Conseil de l'Ordre des infirmières a reçu une plainte anonyme remettant en question l'éthique de Lina Marie dans votre traitement. Ils ont suspendu sa licence en attendant l'enquête. Le poing d'Eric s'abattit violemment sur son bureau. C'est l'œuvre de Sophia. Demande à notre équipe juridique. Déjà sur le coup, l'interrompit Michael. Mais il y a plus. Lina Marie a officiellement démissionné de son poste à la clinique de Harlem. Selon ses collègues, elle a complètement quitté New York. La révélation frappa Eric comme un coup physique. Lina avait perdu non seulement lui, mais aussi sa réputation professionnelle, la carrière pour laquelle elle avait travaillé si dur, tout cela parce qu'elle avait accepté de l'aider quand personne d'autre ne le pouvait. Trouvez-la, ordonna Eric, la voix tendue par une émotion contenue. Quoi qu'il en coûte. Dans les semaines qui suivirent, Eric se lança dans 2 missions parallèles, laver le nom de Lina et la localiser. Son équipe juridique démantela systématiquement les fausses accusations portées contre elle, tandis que des enquêteurs privés cherchaient la moindre trace de l'endroit où elle aurait pu aller. La percée vint d'une source inattendue. Le docteur Fournier appela de Monaco avec des informations qu'il pensait qu'Eric devrait avoir. Après que Lina Marie a décliné mon offre si soudainement, j'ai eu des soupçons sur cet article opportun, expliqua le docteur. Mon équipe a retracé l'article jusqu'à une société écran appartenant à la holding familiale de Sophia. Pouvez-vous le prouver, demanda Eric, l'espoir renaissant pour la première fois depuis des semaines. C'est déjà fait, confirma le docteur Fournier. Mes avocats ont tout transmis à votre équipe ce matin. Ce devrait être plus que suffisant pour blanchir le nom de Lina Marie. Armé de ces preuves, Eric confronta directement Sophia dans son appartement de Manhattan, enregistrant leur conversation comme ses enquêteurs l'avaient conseillé. Face à des preuves irréfutables, elle admit avoir orchestré la campagne de diffamation par jalousie et par dépit. Tu n'étais jamais censé te rétablir, cracha-t-elle, son beau visage déformé par l'amertume. Tu étais censé sombrer, faire des erreurs en affaires, devenir l'ex-mari pitoyable pendant que je prospérais avec Lucas. Au lieu de ça, j'ai trouvé Lina, répondit calmement Eric. Une infirmière de rien du tout, venue de nulle part, se moqua Sophia. Que pouvait-elle bien offrir à quelqu'un comme toi? Eric étudia la femme qu'il avait cru aimer un jour, ne voyant qu'une étrangère. Tout ce qui compte, répondit-il simplement. Tout ce que tu n'as jamais compris à mon sujet. Avec l'enregistrement en sa possession, l'équipe juridique d'Eric lava rapidement la réputation professionnelle de Lina. Le Conseil de l'Ordre des infirmières rétablit sa licence avec des excuses officielles, et les tabloïds qui avaient publié les fausses histoires imprimèrent des rétractations. Pourtant, Lina elle-même restait insaisissable, jusqu'à ce qu'une ancienne collègue de la clinique de Harlem fournisse enfin la pièce manquante. Elle était retournée à la Nouvelle-Orléans, dans la maison de sa grand-mère, dans le quartier historique de Tremé. Le jet privé d'Eric atterrit à la Nouvelle-Orléans par un après-midi doux étouffant. L'air était lourd d'humidité et du parfum des magnolias. Il avait fait des recherches approfondies sur l'adresse, mais n'était toujours pas préparé à la modeste maison de type shotgun dans une rue étroite bordée de maisons similaires, leur bois patiné peint de pastel délavé. De petits porches étaient ornés de plantes en pot et de fauteuils à bascule. La maison de la grand-mère de Lina se distinguait seulement par la profusion d'herbes poussant dans des contenants le long des marches et la petite enseigne peinte à la main près de la porte, Mama Celeste Selling Herb, appointement only. Eric hésita sur le trottoir, soudainement incertain. Son costume en lin sur mesure et ses chaussures de créateur le marquaient comme un étranger dans ce quartier soudé où les enfants jouaient sur les perrons et les résidents âgés observaient le monde depuis leur balançoire. Lina voudrait-elle seulement le voir, ou avait-elle vraiment eu l'intention de rompre définitivement? Avant qu'il ne puisse se décider, la porte d'entrée s'ouvrit et une femme âgée avec les mêmes yeux bruns et chaleureux que Lina apparut. Ses cheveux striés d'argent étaient enroulés dans un foulard coloré, sa robe simple mais digne. Vous comptez rester planté là toute la journée, M. Larson? Lança-t-elle, sa voix portant la même cadence de la Nouvelle-Orléans que celle de Lina, mais approfondie par l'âge et peut-être la sagesse. Surpris, Eric s'approcha des marches. Vous savez qui je suis. Ma petite fille ne gaspille pas son cœur pour n'importe qui, répondit Mama Céleste, l'étudiant avec une perspicacité pénétrante. Je me doutais bien que vous finiriez par vous montrer. Elle s'écarta, lui faisant signe d'entrer. Elle n'est pas là en ce moment. Elle travaille à la clinique communautaire sur Claiborne. L'intérieur était modeste mais impeccablement entretenu, rempli d'un mélange éclectique de meubles anciens et de nécessités modernes. Ce qui attira cependant l'attention d'Eric, c'étaient les plantes,
des dizaines de variétés poussant dans chaque espace disponible, remplissant l'air de parfums herbacés. C'est ici que Lina a appris ses méthodes de guérison, réalisa Théil à voix haute. Certaines d'entre elles, confirma Mama Céleste, lui indiquant de s'asseoir à une petite table de cuisine pendant qu'elle versait 2 verres d'un liquide ambré qui s'avéra être du thé glacé. Le reste, elle l'a appris dans ces écoles chics pour lesquelles elle a travaillé si dur. Eric accepta le thé avec gratitude, le verre froid un soulagement contre la chaleur de la journée. Vous a-t-elle parlé de moi? De nous? Assez. Le regard de la vieille femme était direct mais pas méchant. Elle a dit que vous aviez besoin de guérir et que vous l'aviez trouvé. Elle a dit qu'elle avait enfreint ses propres règles et que son cœur s'en était mêlé. Elle a dit que partir était la seule façon de vous protéger tous les deux. Elle s'est trompée sur ce dernier point, dit doucement Eric. Mama Céleste sirota son thé, le considérant. Peut-être bien. Mais Malina a passé toute sa vie à guérir les autres. Elle n'a jamais appris à laisser quelqu'un la guérir. Cette perspicacité résonna profondément. Eric avait été si concentré sur ce que Lina avait fait pour lui qu'il avait négligé ce dont elle-même pourrait avoir besoin. Où puis-je trouver cette clinique? Demanda-t-il. Mama Céleste lui donna les indications, mais ajouta, elle est différente ici. Ce sont ses racines, ses fondations. Si vous vous attendez à la femme qui s'intégrait dans votre monde de richesse et de privilèges, vous pourriez être surpris. La clinique communautaire occupait une ancienne devanture de magasin à la peinture écaillée et avec un climatiseur de fenêtres qui tournait à plein régime contre la chaleur de la Louisiane. À l'intérieur, la salle d'attente était bondée de patients de tous âges, principalement des familles noires et latinos du quartier environnant. À travers une porte ouverte, Eric aperçut Lina avant qu'elle ne le voie. Elle portait une simple blouse, les cheveux attachés en arrière, se déplaçant avec une efficacité tranquille entre les salles d'examen. Aucune trace ne restait de la femme élégante qui avait fait tourner les têtes dans le casino de Monaco. Pourtant, en la regardant ici, dans son élément, elle ne lui avait jamais paru plus belle. Quand elle sortit d'une salle d'examen avec un dossier à la main, elle se figea en le voyant, son calme professionnel brièvement brisé. « Eric » murmura-t-elle. Autour d'eux, la clinique animée continuait son rythme, mais pour Eric, le monde se rétrécit à la femme devant lui, l'espace entrechargé d'émotions inexprimées. « Votre grand-mère a dit que je vous trouverais ici », expliqua-t-il, très conscient des regards curieux du personnel et des patients. Lina se reprit rapidement, son masque professionnel se remettant en place. « J'ai des patients qui attendent. On ne peut pas faire ça maintenant. »« Quand ?» pressa doucement Eric. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. « Je finis à 7 heures. Retrouve-moi au cimetière Saint-Louis numéro 1, près de l'entrée. » Les heures jusqu'à 7 heures s'étirèrent à l'infini. Eric se promena dans le quartier français, essayant d'absorber la ville qui avait façonné Lina, de comprendre cette pièce vitale de son identité. La Nouvelle-Orléans pulsait de vie autour de lui, la musique s'échappant des portes, les arômes mêlés de la cuisine créole, les habitants et les touristes naviguant dans les rues étroites avec un égal enthousiasme. Cette ville vibrante et passionnée expliquait tant de choses sur Lina, sa résilience, sa croyance en une guérison qui transcendait la compréhension conventionnelle, sa capacité à embrasser les complexités de la vie sans jugement. Le cimetière, quand il arriva, offrait un contraste saisissant, une cité des morts, avec ses tombes et mausolées hors sol s'étendant en rangées ordonnées. Lina attendait déjà, ayant troqué sa blouse pour une simple robe d'été, ses cheveux naturels lâchés sur ses épaules. En la revoyant, Eric sentit quelque chose se remettre en place en lui, une reconnaissance d'une justesse essentielle, malgré toutes leurs complications. « Tu as lavé mon nom », dit-elle sans préambule. « Le Conseil de l'Ordre m'a contacté la semaine dernière. »« Sophia a tout avoué », confirma Eric. « Ta réputation est entièrement restaurée. » Lina hocha une fois la tête, les bras croisés de manière protectrice sur son corps. « Merci pour ça. »« Je ne l'ai pas fait en attendant de la gratitude », dit doucement Eric. « Je l'ai fait parce que c'était juste. » Ils marchèrent ensemble à travers le cimetière en silence, le soleil de fin de soirée projetant de longues ombres sur la pierre patinée. Autour d'eux, la Nouvelle-Orléans se préparait pour la nuit, les sons lointains du jazz et des rires portés par l'air humide. « Pourquoi es-tu parti comme ça ?» demanda finalement Eric, la question qui l'avait hanté pendant des semaines. Lina s'arrêta à côté d'une tombe ornée, décorée d'offrandes fanées. « Pour te protéger. Ta réputation, tes intérêts commerciaux. Tout était en danger à cause de moi. » « Ce n'était pas à toi de prendre cette décision, » répliqua Eric,
la frustration perçant dans sa voix. Je ne suis plus un patient fragile, Lina. Je suis un homme qui tombait amoureux de toi. Le temps passé ne lui échappa pas. La douleur vacilla sur ses traits avant qu'elle ne détourne le regard. Monaco a clairement montré que nos mondes sont trop différents, Eric. Je n'ai jamais eu ma place dans cette vie. Et je n'ai pas ma place ici, reconnut-il en désignant la ville autour d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver notre propre endroit, ensemble. Lina secoua la tête, peu convaincue. C'était un beau rêve, ce que nous avons eu en Europe. Mais les rêves se terminent quand la réalité s'immisce. Sauf si on se bat pour eux, insista Eric, comblant la distance entre eux pour lui prendre les mains. J'ai passé 6 semaines à te chercher, Lina. Pas parce que j'ai encore besoin de guérir, mais parce que j'ai besoin de toi. L'honnêteté brute dans sa voix brisa ses défenses prudentes. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle s'autorisait enfin à croiser pleinement son regard. Tu m'as manqué, murmura-t-elle, la simple admission lui coûtant visiblement. Chaque jour. La confession flotta entre eux, fragile et précieuse. Avant qu'Eric ne puisse répondre, son téléphone vibra avec une alerte urgente, la première notification qu'il n'avait pas mise en sourdine depuis son arrivée à la Nouvelle-Orléans. Ignore-la, dit-il, se concentrant entièrement sur Lina. Elle secoua la tête, pragmatique comme toujours. Ça pourrait être important. À contre-cœur, Eric vérifia l'écran, son expression passant à l'inquiétude. Il y a un ouragan qui se forme dans le Golfe. Catégorie 3, prévu de se renforcer en catégorie 4 avant de toucher terre. 36 heures. Il l'appelle l'ouragan Katrina. Une expression proche de la résignation traversa les traits de Lina. Les ordres d'évacuation ne vont pas tarder. Tu devrais partir tant que les vols sont encore possibles. Je ne pars pas sans toi, déclara fermement Eric. Je ne peux pas partir, répliqua Lina. Grand-mère refuse d'évacuer. Elle dit qu'elle a survécu à pire que n'importe quel ouragan, et la clinique a des patients qui auront besoin d'aide pour se préparer. Eric reconnut la détermination dans sa posture, la même force tranquille qui avait d'abord captivé son attention dans sa chambre à Manhattan. Alors je reste aussi, décida-t-il sur le champ. Eric, sois raisonnable. Je suis raisonnable, l'interrompit-il. Je t'ai perdu une fois à cause d'un malentendu et de suppositions. Je ne te perdrai pas à nouveau à cause d'une tempête. Alors que le crépuscule s'épaississait autour d'eux, ils se trouvaient dans une impasse qui reflétait leur situation plus générale, 2 personnes de mondes différents, liées par des sentiments qu'aucun ne pouvait nier, faisant face à des forces hors de leur contrôle. Le son lointain des sirènes d'urgence brisa l'instant, un avertissement prémonitoire de ce qui approchait. Sans plus de discussion, ils quittèrent le cimetière ensemble, unis, du moins, face au défi immédiat de se préparer à la tempête imminente. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer comment l'ouragan transformerait non seulement la ville autour d'eux, mais les fondations mêmes de leur relation. À l'approche de l'ouragan Katrina sur la Nouvelle-Orléans, la ville se métamorphosa. Le trafic de l'évacuation congestionnait les autoroutes, tandis que ceux qui restaient sécurisaient leurs maisons avec une efficacité routinière. Eric se retrouva dans la cuisine de Mama Céleste, aidant à emballer de précieuses herbes et remettre dans des contenants étanches. La vieille guérisseuse avait catégoriquement refusé d'évacuer. « Laissez-moi au moins organiser l'arrivée d'un générateur et de provisions », insista Eric. Mama Céleste lui lança un regard scrutateur. « Nous acceptons votre aide, monsieur Larson, mais comprenez que nous ne sommes pas des assistés. Nous survivons parce que nous savons comment faire. » Eric reconnut qu'il était l'étranger ici, sa richesse insignifiante face à la tempête approchante et à la fierté profondément enracinée de cette famille. Considérez cela comme un partenariat, pas de la charité, proposa-t-il. Ce soir-là, Eric trouva Lena sur le petit porche arrière, observant les nuages sombres s'amonceler. « J'ai réservé une chambre d'hôtel au Windsor Court, dit-il. En hauteur, à l'épreuve des ouragans. Nous pourrions tous y aller. » Lena secoua la tête. Elle ne quittera pas ses plantes. Elle représente 5 générations de savoir de guérisseur. Son regard resta fixé sur le ciel qui s'assombrissait. D'ailleurs, Trem est notre foyer. On affronte les menaces différemment sur son propre terrain. La tempête imminente mettait en lumière leurs différences fondamentales, l'instinct d'Eric de contrôler les circonstances contre l'acceptation par Lena des forces hors de son contrôle. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ces différences semblaient maintenant être des forces complémentaires plutôt que des barrières. La clinique a appelé, poursuivit Lena.
plusieurs patients âgés du quartier n'ont pas de moyens de transport. Nous allons prendre de leurs nouvelles ce soir. Je viens avec toi, déclara fermement Eric. Les heures qui suivirent révélèrent une facette de Lena qu'Eric avait entrevue mais jamais pleinement observée, son lien profond avec sa communauté. Maison après maison, des résidents âgés l'accueillaient avec une affection familière, tandis qu'Eric se retrouvait à barricader des fenêtres et à déplacer des meubles en hauteur. À leur dernier arrêt, la maison de Miss Evelyn, une ancienne institutrice de 83 ans qui refusait d'évacuer, Eric surprit une conversation. « Votre jeune homme travaille dur, ma petite, dit Evelyn à Lena. Différent de ce docteur que vous ameniez avant. Eric est compliqué, répondit doucement Lena. Il n'y a rien de compliqué dans la façon dont il te regarde, mon enfant. Ça, c'est un homme qui sait ce qu'il veut. En revenant à travers des rues presque désertes, Eric demanda finalement, qui était le docteur dont elle parlait? Nathan, mon ex-fiancé, répondit Lena, son ton décourageant toute autre question. Il faisait un stage de médecine rurale ici. C'est là que nous nous sommes rencontrés. À minuit, les bandes extérieures de la tempête atteignirent la Nouvelle-Orléans. À l'intérieur de la maison de Mama Céleste, ils avaient déplacé les objets de valeur sur les étagères supérieures et préparé une salle de bain intérieure comme abri d'urgence. Eric prit le premier quart de veille pendant que Lena et sa grand-mère se reposaient. Il se tenait à la fenêtre, regardant les palmiers se plier à des angles impossibles sous le vent qui forçait. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix de Mama Céleste le surprit alors qu'elle le rejoignait à la fenêtre. Terrifiant, corrigea honnêtement Eric. Elle gloussa. La nature nous rappelle parfois notre juste place. Même les hommes puissants ont besoin qu'on le leur rappelle. Eric se tourna pour lui faire face directement. Vous ne m'approuvez pas pour votre petite fille. Je n'ai pas dit ça, dit Mama Céleste en s'installant dans un fauteuil. Je me demande juste si vous comprenez ce que signifie vraiment aimer Lena. Cette franchise le prit au dépourvu. Il n'avait pas parlé d'amour depuis sa confession à Monaco. Ma petite fille guérit les autres parce qu'elle comprend la brisure de l'intérieur, continua-t-elle. Elle a perdu ses parents jeunes, m'a regardé lutter pour maintenir nos traditions alors que le monde les qualifiait de superstition. Elle s'est acharnée à l'école d'infirmière, cumulant 3 emplois parce qu'elle voulait combiner nos méthodes avec la médecine moderne. La fierté colorait sa voix. Puis ce docteur est arrivé. Il lui a fait croire qu'elle devait choisir, que son héritage était quelque chose à surmonter, pas à embrasser. C'est pour ça qu'elle l'a quitté, réalisa Eric. Il voulait qu'elle soit autre chose qu'elle-même. Plus petite, plus conventionnelle. Les yeux de Mama Céleste se plissèrent. Que voulez-vous qu'elle soit, monsieur Larson? Rien d'autre que ce qu'elle est, répondit Eric sans hésitation. C'est ce qu'elle est qui m'a sauvé. Pas seulement physiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Un fracas énorme les interrompit. Dans la chambre de Lena, une grosse branche de chêne avait défoncé la fenêtre. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent ensemble pour sécuriser la fenêtre brisée avec des planches et du plastique. L'œil arrive, annonça Mama Céleste. Nous aurons une brève accalmie. Profitez-en pour vérifier le toit. En moins d'une heure, le vent hurlant cessa brusquement. Eric suivit Lena sur le toit par une petite trappe. La vue était surréaliste. La dévastation dans toutes les directions. Pourtant, au-dessus, un cercle parfait de ciel plus calme laissait voir les étoiles. Alors qu'il finissait de fixer des bardeaux détachés, Eric attrapa le bras de Lena. Quand tout ça sera fini, nous devons parler de nous. Vraiment parler, sans supposition ni peur. Eric, je t'aime, l'interrompit-il. La déclaration, simple mais profonde. Pas parce que tu m'as guéri, mais pour ce que tu es. La guérisseuse, la petite fille, l'infirmière communautaire, la femme passionnée que j'ai tenue dans mes bras. Toi tout entière, pas seulement les parties qui s'intègrent commodément dans mon monde. Avant que Lena ne puisse répondre, Mama Céleste appela d'en bas avec urgence, Lena, au téléphone. La clinique est inondée. Miss Evelyn est piégée. Après une brève conversation, l'expression de Lena se durcit de détermination. L'eau monte vite. Miss Evelyn est coincée dans son grenier. Elle est diabétique et a laissé son insuline en bas. Tu ne peux pas sortir là-dedans, protesta Eric, tout en reconnaissant la futilité de son objection. Elle mourra sans ça, déclara simplement Lena, enfilant déjà une veste de pluie. Alors nous y allons tous les deux, déclara Eric en attrapant sa propre veste.
Les rues étaient devenues des canaux, une eau trouble charriant des débris. Ils naviguèrent prudemment dans une petite barque provenant de la remise de Mama Céleste, Eric fournissant la force pour la propulser, tandis que Lena dirigeait leur course. La rue de Miss Evelyn était à peine reconnaissable, l'eau atteignant le toit des porches. Ils trouvèrent la vieille femme piégée dans son grenier, appelant faiblement par une petite fenêtre. « Nous ne pourrons pas retourner à Trême avant que l'œil ne soit passé », cria Lena par-dessus le vent qui reprenait. La clinique est plus proche et sur un terrain plus élevé. À l'intérieur de la clinique communautaire, les lumières de secours jetaient un éclairage fantomatique. Lena emmena immédiatement Miss Evelyn dans une salle d'examen, trouvant des réserves d'insuline et commençant le traitement. Alors que l'ouragan atteignait son second pic, projetant des débris contre les fenêtres de la clinique, Eric aida Lena à installer confortablement Miss Evelyn. « Tu devrais te reposer aussi, dit-il, notant son épuisement. « Je vais bien, insista T.L. automatiquement. « Non, tu ne vas pas bien, répliqua T.Il doucement. « Et ce n'est pas grave. Même les guérisseurs ont besoin de repos parfois. » Avec un soupir, elle s'affaissa sur une chaise, acceptant la bouteille d'eau qu'Eric lui offrait. « Ce que tu as dit sur le toit, » commença Lena avec hésitation, à propos de m'aimer tout entière. « Je le pensais, » l'interrompit Eric. « Mais j'ai besoin de savoir s'il y a une partie de toi qui pourrait m'aimer tout entier aussi. »« Eric, j'ai commencé à tomber amoureuse de toi avant même de me l'avouer, » confessa Lena. « J'ai senti quelque chose dès le premier instant où je t'ai vu, brisé, amer, mais toujours essentiellement toi. »« Alors pourquoi être parti à Monaco ?» demanda-t-il. « Parce que j'étais terrifié, » admit-elle. « Pas seulement du scandale, mais de me perdre dans ton monde, de ne pas être assez. »« Ne pas être assez ?» répéta Eric, incrédule. « Lena, tu es tout. » Le bâtiment frémit violemment alors que quelque chose heurtait le toit. Les lumières clignotèrent, puis les plongèrent dans l'obscurité. Ils se précipitèrent dans le couloir pour découvrir qu'une partie du plafond s'était effondrée dans la chambre de Miss Evelyn. Eric ne vit que la vieille femme allongée juste sous la section qui s'écroulait. Sans réfléchir, il se jeta en avant, la protégeant de son corps alors que les débris s'abattaient. Une douleur explosa dans son dos et ses épaules. En baissant les yeux, il découvrit un morceau de métal déchiqueté, enfoncé dans son bras, le sang coulant abondamment. « Ne bouge pas » ordonna Lena, soudain à ses côtés, ses mains de guérisseuse évaluant déjà les dégâts. Après avoir retiré le métal et nettoyé la plaie, Lena utilisa des bandelettes adhésives et des pansements compressifs pour la refermer. « Tu as de la chance, » lui dit-elle. 5 centimètres plus à gauche et nous aurions une conversation très différente. Il semble approprié que tu me recouses à nouveau, réussit à sourire faiblement Eric. La boucle est bouclée. Le professionnalisme de Lena se fissura, l'émotion transparaissant alors qu'elle lui touchait le visage. Ne plaisante pas. Tu aurais pu être tué. Ça en valait la peine, murmura-t-il en attrapant sa main. Quelque chose changea dans l'expression de Lena, une reconnaissance qui transcendait leurs circonstances. Eric avait agi instinctivement pour protéger une étrangère, se risquant sans hésitation. Tu n'as jamais eu besoin de guérison, chuchota T.L., la révélation naissant dans ses yeux comme un lever de soleil. Ton corps était brisé, mais ton cœur, ton être essentiel a toujours été entier. J'étais aveugle de ne pas l'avoir vu avant. Ma grand-mère m'a dit quelque chose que je n'ai jamais vraiment compris jusqu'à cet instant, que les vrais guérisseurs reconnaissent l'âme de l'autre à travers le temps et les circonstances. Que lorsque nous nous trouvons, nous créons quelque chose de plus puissant que ce que chacun pourrait manifester seul. La main d'Eric se resserra autour de la sienne, ses yeux ne quittant jamais son visage. Est-ce que c'est ce que nous avons trouvé? Ce que nous sommes l'un pour l'autre? Au lieu de répondre par des mots, Lena se pencha en avant, ses lèvres rencontrant les siennes dans un baiser qui transcendait le désir physique, une reconnaissance d'âme jumelle, une acceptation d'une connexion destinée, le profond retour au foyer de deux âmes qui avaient enfin trouvé leur moitié manquante. Dehors, l'ouragan Katrina poursuivait sa trajectoire destructrice, ignorant qu'il avait forcé une profonde révélation, que parfois, la guérison la plus profonde ne vient pas de la réparation de ce qui est brisé, mais de la reconnaissance de ce qui demeure, incassable, entier. Chapitre 9, La tempête. Intérieur et extérieur, l'aube se leva sur une Nouvelle-Orléans dévastée. L'ouragan Katrina était enfin passé, laissant la destruction dans son sillage, rues inondées, bâtiments endommagés, chaînes centenaires déracinées. La clinique où Eric, Lena et Miss Evelyn s'étaient abritées était endommagée mais intacte,
un témoignage de sa construction robuste et de la chance. Le bras blessé d'Eric lançait sous le bandage soigné de Lena, mais son esprit ne s'était jamais senti aussi entier. Quelque chose de fondamental avait changé entre eux pendant ces heures terrifiantes, les dernières barrières se dissolvant dans le creuset de la tempête. Les rues sont encore inondées, mais les services d'urgence se mobilisent, rapporta Lena en revenant de vérifier la radio d'urgence de la clinique. Ils donnent la priorité aux installations médicales. Nous devrions avoir de l'aide ici d'ici quelques heures. Eric étudia son visage, épuisé mais déterminé, une traînée de boue sur sa joue, les cheveux en désordre après les événements de la nuit. Même débraillée et épuisée, elle irradiait une force qui n'avait rien à voir avec la puissance physique. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il doucement. La question englobait bien plus que leur situation immédiate. Lena comprit sa signification. Elle s'assit à côté de lui sur la table d'examen où il se reposait, sa main trouvant la sienne. « Je ne sais pas » admit-elle. « Mais je suis fatigué de fuir ça, de nous fuir. » Dehors, les premiers sons lointains des hélicoptères de sauvetage devinrent audibles par-dessus le goutte-à-goutte de l'eau de crue qui se retirait. Le monde extérieur s'immisçait à nouveau. « Ta grand-mère doit être inquiète » réalisa soudain Eric. Lena hocha la tête. Le téléphone satellite est mort, mais elle a survécu à des tempêtes pires. Elle ira bien jusqu'à ce que nous puissions revenir. Leur spéculation inquiète se révéla inutile. En milieu de matinée, un bateau de sauvetage de la garde nationale arriva à la clinique avec un passager inattendu, Mama Céleste elle-même, l'air remarquablement calme malgré les circonstances. « Je me doutais que vous finiriez ici, tous les deux, » dit-elle en guise de salutation, descendant prudemment du bateau avec l'aide d'un garde. « J'ai apporté des vêtements propres et de vrais bandages. » Elle examina la blessure d'Eric avec un œil professionnel. « Pas mal de travail, compte tenu des conditions. » Lena serra sa grand-mère dans ses bras avec un soulagement visible. « Comment nous as-tu trouvés ? Mon enfant, j'ai vécu plus d'ouragans que tu n'as eu d'anniversaire. Je connais toutes les routes d'évacuation et les procédures de sauvetage. » Elle tapota affectueusement la joue de Lena avant de tourner des yeux sérieux vers Eric. « Comment va ce bras ? » « Je survivrai, » répondit-il avec un léger sourire. « Votre petite fille a des mains habiles, entre autres qualités. » En effet, observa sèchement Mama Céleste, son regard entendu se déplaçant entre eux. La clinique devint rapidement un centre communautaire improvisé alors que les efforts de reconstruction commençaient. Eric se retrouva à travailler aux côtés de bénévoles locaux, distribuant des fournitures et aidant à coordonner les communications avec son téléphone satellite, une fois que Mama Céleste eut sorti la batterie de rechange qu'elle avait pensé à apporter. Dans l'après-midi, alors que Miss Evelyn et d'autres patients âgés étaient évacués vers des installations médicales appropriées, Lena trouva Eric sur le porche endommagé par l'eau de la clinique, utilisant ses relations d'affaires pour organiser des générateurs d'urgence pour les stations de refroidissement du quartier. « Tu es doué pour ça » observa-t-elle en lui tendant une bouteille d'eau. « Pourquoi ? Demander des faveurs ? Aider sans prendre le dessus, clarifia-t-elle. Avoir ce qui est nécessaire et à le fournir sans que les gens se sentent comme des assistés. Eric n'avait jamais considéré ses actions sous cet angle. Je fais juste ce qui doit être fait. Exactement, sourit Lena, cette simple expression illuminant son visage fatigué. C'est ce que nous avons fait depuis le début, n'est-ce pas ? Ce qui devait être fait. Tu avais besoin de guérison, j'avais besoin de guérir. Maintenant, la Nouvelle-Orléans a besoin de nos deux forces. Cette simple intuition cristallisa quelque chose qu'Eric ressentait depuis l'œil de l'ouragan, que leur monde apparemment différent pourrait se compléter plutôt que s'opposer. Je pensais, dit-il, sa voix prenant la qualité résonante qu'elle n'avait que lorsqu'il parlait de ses convictions les plus profondes, à nous. À créer quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait construire seul. Ses yeux avaient une telle intensité que Lena en eut le souffle coupé. Avant qu'il ne puisse poursuivre cette conversation cruciale, un organisateur communautaire l'appela d'urgence pour l'aider à distribuer des médicaments. L'instant resta suspendu entre eux, scintillant de possibilités, alors que les besoins immédiats exigeaient une fois de plus qu'ils reportent l'avenir qu'ils sentaient tous deux les attendre. Ce soir-là, en rentrant à la maison miraculeusement intacte de Mama Céleste, à l'exception de la fenêtre barricadée et de quelques dégâts des eaux, Eric ressentit quelque chose qu'il avait rarement éprouvé, un épuisement jusqu'à l'os couplé à une profonde satisfaction. Ce n'était pas l'accomplissement intellectuel de la conclusion d'une affaire, mais quelque chose de plus fondamental, avoir contribué à quelque chose d'essentiel de ses propres mains et de son propre cœur.
Après avoir pris une douche pour se débarrasser de la crasse de l'ouragan dans la salle de bain ancienne mais fonctionnelle de Mama Céleste, Eric trouva Lena sur la balancelle du porche arrière, contemplant les étoiles désormais visibles à travers les nuages qui se dispersaient. Elle avait mis des vêtements propres, ses cheveux encore humides, paraissant plus jeune sous la lumière du porche. « Grand-mère est allée se coucher », dit-elle alors qu'il la rejoignait sur la balancelle. « Elle m'a dit de te dire qu'il y a du gombo sur le feu si tu as faim. » Plus tard, répondit Eric en s'installant à côté d'elle. Leurs épaules se touchaient, un contact simple qui semblait plus intime que leur rencontre passionnée en Europe. Ils restèrent assis dans un silence complice, le quartier autour d'eux étrangement calme, à l'exception du ronronnement occasionnel des générateurs et des sirènes d'urgence lointaines. Une tempête était passée, mais ses séquelles persisteraient pendant des semaines, reconstruire, restaurer, guérir. « Je dois te dire quelque chose, dit finalement Lena, sa voix douce dans l'air humide de la nuit, avant que nous parlions de la suite. Eric attendit, sentant son besoin de trouver ses propres mots. Quand j'ai quitté Monaco, je pensais que je te protégeais. Mais je me protégeais aussi moi-même. Ses doigts se tordirent sur ses genoux. J'avais peur de l'intensité de mon besoin de toi. Pas de ta richesse ou de ta position, mais de toi. Cela me terrifiait plus que n'importe quel scandale. L'aveu lui coûta clairement, à elle qui avait toujours été la guérisseuse plutôt que la personne vulnérable. Et maintenant ? L'incita doucement Eric. Maintenant, j'ai toujours peur, admit-elle. Mais j'ai plus peur de ne pas essayer, de me demander ce qui aurait pu être. Ses yeux rencontrèrent directement les siens. Je t'aime, Eric. Pas le patient que j'ai guéri, mais l'homme que j'ai appris à connaître. Complexe, parfois difficile, mais fondamentalement bon. Les mots qu'il désirait entendre depuis Monaco l'inondèrent comme un baume. Eric prit sa main, la portant à ses lèvres dans un geste qui transmettait une révérence au-delà du désir physique. « J'ai pensé à ta clinique à Harlem, dit-il, les mots soigneusement choisis, à ce que tu essayais de créer là-bas. Intégrer la guérison traditionnelle à la médecine moderne, servir les gens qui passent entre les mailles du filet. » Lena le regarda avec curiosité, ne sachant pas où il voulait en venir. « Et si nous construisions quelque chose de similaire ici ?» Continua Eric. « Pas le centre de guérison de luxe du docteur Fournier pour les riches, mais quelque chose qui honore les traditions de ta grand-mère tout en fournissant de vrais services médicaux à cette communauté. » L'expression de Lena passa de la confusion à une compréhension naissante. « Tu veux financer une clinique à Trême ? Je veux m'associer à toi pour créer ce que tu as toujours imaginé, corrigea Eric. Tes connaissances et ton expertise, mes ressources et mon sens des affaires. Quelque chose qu'aucun de nous ne pourrait créer seul. » La proposition flottait entre eux, pas seulement une opportunité professionnelle, mais un plan pour leur avenir commun. Une façon de fusionner leur monde plutôt que d'exiger de l'un ou l'autre qu'il abandonne son essence. « Tu ferais ça ?» demanda Lena, cherchant son visage. « Investir dans mon travail communautaire, dans mon monde, au lieu de me demander de rejoindre le tien. Je ferais n'importe quoi pour construire une vie avec toi, répondit simplement Eric. Mais ce n'est pas un sacrifice, Lena. Ces derniers jours m'ont montré qu'il y a dans ce travail un épanouissement que je n'ai jamais trouvé dans les salles de conseil et les portefeuilles d'investissement. Avant que Lena ne puisse répondre, la voix de Mama Céleste les interrompit depuis le seuil. Si vous deux avez fini de décider de l'avenir de mon quartier, je vous suggère de venir manger avant que le gombo ne refroidisse. Ils se tournèrent pour trouver la vieille femme les observant avec un amusement à peine voilé. Depuis combien de temps es-tu là ? demanda Lena, méfiante. Assez longtemps, répondit énigmatiquement sa grand-mère. Monsieur Larson, je crois que vous avez enfin compris ce que signifie réellement aimer ma petite fille. Sur cette déclaration, elle disparut de nouveau dans la maison, les laissant seuls une fois de plus. A-t-elle raison ? demanda Lena, la vulnérabilité et l'espoir mêlés dans son expression. Comprends-tu ce que signifie m'aimer ? Eric songea au voyage qui les avait menés ici, de son lit de malade à Manhattan à un Porsche ravagé par l'ouragan à la Nouvelle-Orléans. D'étrangers jouant des rôles à des personnes qui avaient vu leur vrai visage. Cela signifie construire quelque chose de nouveau ensemble, répondit-il, sa main trouvant la sienne dans l'obscurité. Pas ton monde ou le mien, mais le nôtre. Alors que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser qui tenait une promesse plutôt qu'un adieu, Eric sut avec une certitude absolue que l'ouragan Katrina avait beaucoup détruit, mais avait créé quelque chose d'encore plus précieux, les fondations d'un amour qui pourrait résister à n'importe quelle tempête, intérieure ou extérieure.
Chapitre 10, l'union parfaite. 6 mois transformèrent Trem de manière à la fois visible et profonde. Là où l'ouragan Katrina avait laissé la destruction, le renouveau s'épanouissait maintenant. Au cœur de cette renaissance se trouvait le centre de guérison Larson-Marie, dont les portes s'ouvraient officiellement aujourd'hui à la communauté qui avait adopté ses 2 fondateurs. Eric se tenait sur le jardin du toit, contemplant ce qu'ils avaient créé. L'ancienne clinique communautaire avait été entièrement reconstruite et agrandie, mêlant l'architecture traditionnelle de la Nouvelle-Orléans à des installations médicales de pointe. Des herbes médicinales poussaient dans des parterres soigneusement entretenus, beaucoup transplantés du jardin de Mama Céleste, créant un espace qui honorait les traditions de guérison tout en embrassant la médecine moderne. Le tract d'avant l'ouverture. La voix de Léna vint de derrière lui alors qu'elle le rejoignait à la balustrade. La lumière du soleil matinal capta le simple diamant à sa main gauche, non pas la pierre ostentatoire que sa fortune aurait pu offrir, mais un bijou de famille qui avait appartenu à sa grand-mère, une femme qui lui avait montré le seul amour sincère de son enfance. Pas le trac, répondit Eric en la serrant contre lui. La fierté de ce que nous avons construit ensemble. Ces mois avaient apporté des changements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer à Monaco. Eric avait restructuré ses activités commerciales, déléguant la gestion quotidienne pour se concentrer sur le centre de guérison et leur vie commune. Léna avait intégré les connaissances traditionnelles de sa grand-mère à son expertise d'infirmière, créant des protocoles de traitement qui attiraient déjà l'attention des revues médicales. Ta grand-mère semble apprécier son rôle de doyenne résidente, observa Eric avec un sourire. Mama Céleste avait sa propre salle de consultation dans le centre, où les patients pouvaient chercher sa sagesse aux côtés des traitements conventionnels. Elle est plus heureuse que je ne l'ai vue depuis des années, acquiesça Léna. Bien qu'elle prétende que tu as encore des progrès à faire dans l'identification des herbes. Leurs rires se mêlèrent dans l'air chaud du matin, facile et sincère, d'une manière qui reflétait l'évolution de leur relation, de patients et guérisseuse à partenaires égaux en toutes choses. Les mois passés n'avaient pas été sans défi. Les associés d'Eric avaient remis en question son changement de vie radical. Léna avait fait face au scepticisme de ses collègues médecins, tant sur ses méthodes non conventionnelles que sur sa relation avec le riche investisseur qui les finançait. Pourtant, ensemble, ils avaient surmonté chaque tempête, leur lien se renforçant à chaque défi surmonté. Nous devrions descendre, dit Léna en regardant sa montre. L'inauguration est dans 20 minutes. La moitié du quartier est déjà rassemblée. Eric la retint doucement, son expression devenant sérieuse. Avant que nous descendions, je dois te demander quelque chose. Léna haussa un sourcil, curieuse. Nous sommes déjà fiancés, Eric. Que pourrais-tu bien avoir de plus à demander? Au lieu de répondre immédiatement, Eric la conduisit vers une section du jardin qu'ils avaient dédiée aux plantes de la mémoire, des herbes censées préserver et honorer les souvenirs. Au centre se trouvait un petit banc de pierre gravé des mots de la grand-mère de Léna, la vraie guérison commence par le cœur. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à la clinique pendant l'ouragan? Demanda Eric, prenant ses 2 mains dans les siennes. À propos des vrais guérisseurs qui se reconnaissent à travers le temps et les circonstances? Léna hocha la tête, ses yeux s'adoucissant au souvenir. J'y ai pensé, continua Eric. Au fait extraordinaire que de tous les spécialistes que mon personnel aurait pu trouver, il m'est amené toi. Comment, contre toute attente et tout bon sens, nous avons trouvé non seulement la guérison mais un foyer l'un en l'autre. De sa poche, Eric sortit une simple alliance de platine, entrelacée d'or, conçue pour s'asseoir à côté de sa bague de fiançailles. Nous avons parlé d'un mariage au printemps prochain, mais je ne veux pas attendre. Épouse-moi aujourd'hui, Léna. Ici, dans ce lieu que nous avons construit ensemble, entouré par la communauté qui est devenue notre famille. Les yeux de Léna s'écarquillèrent de surprise. Aujourd'hui? Mais il n'y a pas de préparatifs, pas de. Il y a tout ce qui compte, l'interrompit doucement Eric. Ta grand-mère m'a peut-être aidé à planifier ça. Le directeur du centre communautaire est officiant. Ton quatuor de jazz préféré est déjà réservé pour la réception d'ouverture. Des larmes montèrent aux yeux de Léna, non pas de tristesse mais d'une joie écrasante. Tu as planifié tout ça à mon insu? Considérez ça comme mon dernier acte d'indépendance, avant une vie de partenariat, sourit Eric, son pouce essuyant une larme sur sa joue. Qu'en dis-tu, Léna Marie? Veux-tu devenir ma femme aujourd'hui? Pas dans une cérémonie élaborée dans des mois, mais ici, maintenant, dans le lieu qui représente tout ce que nous sommes ensemble. La réponse de Léna ne vint pas en mots mais en action, se hissant sur la pointe des pieds pour presser ses lèvres contre les siennes,
dans un baiser qui contenait toute la passion de leur première rencontre à Santorin et Venise, mais tempérée par la connexion plus profonde qu'ils avaient forgée à la Nouvelle-Orléans. Quand ils se séparèrent, son sourire rivalisait avec le soleil du matin en éclats. Oui, chuchota T.L. contre ses lèvres. Aujourd'hui, maintenant, pour toujours. La cérémonie d'inauguration se transforma sans heurts en un mariage que personne parmi les participants n'oublierait jamais. Alors que les enfants du quartier répandaient des pétales de fleurs, Léna s'avança vers Éric au bras de Mama Céleste, ne portant pas une robe de mariée formelle mais une simple robe en lin ivoire, ses cheveux naturels ornés de petites fleurs blanches du jardin du toit. Éric attendait sous une arche entrelacée d'herbes médicinales, ses yeux ne la quittant jamais alors qu'elle approchait. La communauté rassemblée patients, voisins, personnels et quelques amis choisis de l'ancienne vie d'Éric formaient un cercle de soutien autour d'eux. Nous nous réunissons aujourd'hui non seulement pour ouvrir des portes, mais pour célébrer une union, commença l'officiant. L'union de deux personnes qui se sont trouvées à travers des mondes différents et ont reconnu l'une en l'autre quelque chose d'essentiel et de vrai. Leur vœu était simple mais profond, reconnaissant le voyage extraordinaire qui les avait réunis et promettant de continuer à se guérir l'un l'autre et le monde qui les entoure. Quand Éric glissa l'alliance entrelacée au doigt de Léna à côté de sa bague de fiançailles, ses mains étaient stables mais ses yeux trahissaient la profondeur de son émotion. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme, déclara l'officiant sous des applaudissements enthousiastes. Que ce que la guérison a uni, nul ne le sépare. Leur baiser en tant que jeunes mariés scella plus qu'une cérémonie de mariage, il représentait l'union parfaite des forces, le mélange de mondes autrefois considérés comme incompatibles, la guérison des blessures que tous deux avaient portées trop longtemps seuls. La célébration se poursuivit tout l'après-midi, se déversant du centre dans les rues environnantes dans le plus pur style de la Nouvelle-Orléans. La musique, la nourriture et les rires créèrent la toile de fond parfaite pour ce nouveau chapitre de leur vie. Alors que le soir approchait, Éric et Léna s'éclipsèrent des festivités, se dirigeant vers la cour privée derrière la maison de Mama Céleste, l'endroit où leur voyage à la Nouvelle-Orléans avait commencé. Heureuse, demanda Éric, serrant sa nouvelle épouse contre lui dans l'intimité du crépuscule naissant. Au-delà des mots, répondit Léna, sa tête reposant naturellement contre son épaule. Si quelqu'un m'avait dit, quand je suis entré pour la première fois dans ta chambre à Manhattan, que nous finirions ici. Tu ne l'aurais pas cru, termina Éric pour elle. Moi non plus. Mais quelque chose en moi t'a reconnu, même à ce moment-là. Je pense qu'une partie de moi savait que tu étais ce qui me manquait. L'aveu ne contenait plus aucune vulnérabilité, seulement de la certitude et de la gratitude. Ils avaient tous deux parcouru un si long chemin depuis cette première rencontre. Éric n'était plus l'homme brisé se cachant de la vie, Léna n'était plus la guérisseuse ayant peur d'avoir elle-même besoin de guérison. J'ai quelque chose pour toi, dit Éric, sortant un petit paquet de sa poche. Un cadeau de mariage. Léna le déballa soigneusement pour révéler une boussole antique, son cadran magnifiquement conservé malgré son âge évident. C'est magnifique, dit-elle en examinant le travail détaillé. Mais je ne comprends pas, ouvre-la, l'encouragea Éric. Quand elle le fit, elle trouva une inscription à l'intérieur du couvercle, fraîchement gravée dans une écriture élégante, de patient à guérisseuse, de partenaire à amour. Notre voyage à travers les mondes, pour trouver un foyer l'un en l'autre. L'émotion monta dans les yeux de Léna alors qu'elle traçait les mots du bout de son doigt. C'est parfait. Je voulais te donner quelque chose qui représentait notre voyage, expliqua Éric. Comment nous avons navigué en territoire inconnu ensemble et trouvé notre vraie direction l'un en l'autre. Alors que le crépuscule s'épaississait autour d'eux, leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui ne retenait rien, aucune réserve, aucune incertitude, juste la pure connexion de deux personnes qui avaient trouvé l'une en l'autre exactement ce dont elles avaient besoin mais qu'elles ne savaient pas qu'elles cherchaient. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils gisaient enlacés dans la chambre de l'appartement du quartier français qu'ils partageaient désormais, Léna se redressa sur un coude pour étudier le visage de son mari au clair de lune qui filtrait par les hautes fenêtres. « Quoi » demanda Éric, captant son expression pensive. « Je pensais juste à ce contrat que nous avons fait quand nous nous sommes rencontrés, » dit Léna avec un sourire. « Moi prétendant être ta femme pour fournir des services de guérison. » Éric rit doucement au souvenir. La vie a une étrange façon de transformer la fiction en vérité. « Pas étrange, » corrigea Léna, son doigt traçant le contour de sa mâchoire. « Parfaite. Comme si toute ta maladie, mes méthodes, même l'ouragan Katrina nous guidait exactement là où nous devions être. » Alors qu'Éric l'attirait vers lui pour un autre baiser, leur corps se fondant avec la familiarité parfaite d'âmes qui avaient trouvé leur moitié manquante, aucun d'eux n'aurait pu exprimer plus parfaitement la vérité brûlant dans leur cœur,
qu'en se trouvant, à travers des fossés impossibles, ils avaient chacun découvert leur vrai moi, et qu'en guérissant les blessures les plus profondes de l'autre, ils avaient forgé quelque chose de transcendant et d'incassablement puissant. L'union parfaite de flammes jumelles qui reconnaissaient l'une en l'autre non seulement la passion ou le but, mais le sanctuaire sacré de l'amour inconditionnel que tous deux avaient cherché toute leur vie.